je vous ai habitué à des livres qui bouleversent. Mais cette fois-ci, le livre que je vais vous présenter, il apaise. Et c'est probablement ce dont on a le plus besoin en ce moment. Je suis Elisabeth Dufresne et je te souhaite bienvenue chez Les Émergents. Bon début d'automne tout le monde, très heureuse de vous retrouver cette semaine. Par chez nous, l'automne s'installe tranquillement avec ses couleurs, oui, mais sa lumière aussi un peu plus douce, sa fraîcheur qui nous donne envie de nous encabaner. Et de mon côté, je suis de retour à un certain rythme, à un peu plus de structure, de rituel. Et honnêtement, ça me fait un bien fou. Moi, l'été, je suis plus du genre jour le jour, suivre le vent, aller un peu selon mes envies du moment. Et ce grand relâchement-là me fait toujours un immense bien. Mais je réalise à chaque année à quel point je suis heureuse de retrouver ma petite structure à l'automne, ma petite routine. Elle prend soin de moi, cette routine-là. Elle prend soin de mes besoins, de mon équilibre. Et justement, ça tombe bien parce que c'est un peu de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui, du rythme familial. Je vous fais découvrir un livre très aimé par mon réseau. Ça fait longtemps qu'on me demande de vous parler de ce livre-là. Et j'ai nommé « Parents tout simplement » de Kim John Payne. Je sais pas pour vous, mais quand je m'arrête un instant pour vraiment connecter avec mon corps dans une journée, j'ai souvent l'impression qu'il est comme agité et pris dans un marathon sans fin. Un peu comme si j'avais couru toute la journée, mais sans trop savoir après quoi. Et chaque moment devient vraiment une gestion constante. J'essaie d'être efficace, de faire rentrer dans mon horaire tout ce qui compte pour moi, mais aussi pour ceux que j'aime. Et là, même ma tête puis mon cœur vont finir par comme se syntoniser avec ce rythme effréné-là. Puis dans tout ça, j'ai souvent l'impression que j'ai pas le temps d'habiter pleinement chaque instant, les choses que je fais, de pas avoir le temps d'absorber, d'intégrer, de digérer ce que je vis. Je pense qu'on vit dans une époque où le chaos est devenu la norme. Et je suis heureuse de sentir que de plus en plus c'est reconnu autour de moi. Bon, je suis peut-être dans une chambre d'écho, vous me direz, mais au moins il y a une partie de la population qui ne se sent plus à l'aise avec cette frénésie-là. Dans mon travail, j'attrape souvent mes clients quelque part entre 1001 obligations. Puis je me sens un peu, si on revient à l'idée du marathon, je me sens un peu comme le stand, tu sais, à bouteille d'eau là, sur le bord de la course, là. Fait que celui qui permet à mes clients de ralentir un instant, de reprendre leur souffle avant de replonger dans la course. Je me demande souvent, est-ce que gérer, organiser, performer fait vraiment partie de la nature de l'expérience parentale ou c'est juste la norme culturelle dans laquelle on est pris en ce moment sans trop s'en rendre compte pour certains? Je vais être honnête, là, moi, l'idée d'avoir des enfants dans ce contexte-là, des enfants qui viendraient comme s'ajouter à cette course folle-là, ça me fait peur. Et c'est pour ça que depuis quelques années, j'essaie vraiment de revenir à l'essentiel, de faire un grand ménage à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Parce qu'une bonne partie du problème, à mon sens, elle est intérieure. On cherche, selon moi, désespérément à combler des besoins d'enfance qui n'ont pas été nourris comme ils auraient dû l'être. Le besoin d'être vu, d'être spécial, d'être protégé, de me sentir en sécurité. Ces besoins-là qu'on porte sans trop s'en rendre compte, ils grondent
au fond de nous, puis nous pousse à remplir nos vies à ras-bord. Et je trouve que c'est la partie que Kim John-Payne n'aborde pas directement dans son livre « Parents tout simplement », mais je trouve que cet élément-là est tellement essentiel que j'avais envie de commencer par là. Je pense que si on ne comprend pas ce qui nous pousse à remplir nos vies, à les complexifier, bien, le processus de ce que Kim John-Payne appelle la simplification risque de ne pas durer dans le temps. Cela dit, ce livre-là, il reste d'une très grande valeur parce qu'il propose un cadre, un modèle concret pour ralentir. Et pour faire du travail intérieur, bien, on n'a pas le choix de ralentir. Il faut regagner du temps, faire de la place pour pouvoir respirer, pour pouvoir sentir. Mais là, ce qui se passe, c'est que plus on se donne du temps, plus on se donne de l'espace, mais plus on se retrouve face à nos bébites. Et là, il y a comme deux chemins qui s'offrent à nous. Soit j'en prends soin, ou soit je les engourdis, je les fuis, puis je les fais taire. Parce que ce qui nous guérit, au fond, là, c'est pas d'en faire plus, c'est d'oser ralentir pour ressentir, pour reconnecter. Et c'est exactement ce que permet le style de vie que propose Kim John-Payne dans son livre « Parents tout simplement ». J'ai envie de commencer en vous parlant de Kim John-Payne. Donc, c'est un Australien qui, à tout juste 20 ans, a quitté son pays pour aller travailler comme bénévole dans des camps de réfugiés en Asie. Là-bas, il accompagne des enfants qui n'ont jamais connu la stabilité d'une maison, qui n'ont jamais connu la douceur d'un environnement qui serait plus prévisible. Leur vie se déroule au cœur du chaos, la peur, l'inconfort, les dangers. Ces enfants-là étaient nerveux, hyper vigilants, méfiants, toutes des réactions typiques du syndrome de stress post-traumatique. Un diagnostic qui, à l'époque, semblait vraiment réservé qu'aux victimes de guerre ou de violences extrêmes. Mais c'est là que ça devient intéressant. À son retour, Kim a poursuivi sa formation avec la pédagogie Waldorf en Angleterre, qui est une pédagogie alternative. Puis, il est allé s'installer à Londres et là, il a travaillé comme thérapeute auprès d'enfants et d'adolescents. Et c'est là qu'il a remarqué quelque chose de vraiment étrange. Les enfants qu'il recevait dans son bureau, c'était des enfants de familles aimantes qui vivaient dans le confort matériel et pourtant, ils présentaient les mêmes symptômes que ceux qu'il avait rencontrés dans les camps où il avait travaillé. De l'hypercontrôle, des crises explosives, de l'anxiété, des troubles du sommeil, de la méfiance, de la rigidité. Et là, ça a été vraiment un choc pour lui. Il s'est demandé comment des enfants qui vivaient dans autant de sécurité pouvaient manifester les signes d'un stress post-traumatique. Donc, Kim John-Payne a travaillé dans plusieurs contextes très difficiles à travers sa vie, en Afrique, en Irlande du Nord, en Israël, en Hongrie, dans des régions qui sont marquées par la guerre puis par les conflits sociaux. Et pourtant, à chaque fois, il retrouvait ces mêmes traits-là dans les sociétés les plus riches du monde. Il en a tiré une conclusion qui est assez troublante, c'est que pour lui, le caractère sacré de l'enfance a été bafoué. Et pour lui, c'est un autre type de guerre. C'est pas une guerre avec des armes, mais c'est une guerre non déclarée contre l'enfance. Une guerre de surstimulation, de surinformation, de trop de choix, trop d'horaires, trop d'attentes. Un trop plein qui vient épuiser les enfants, qui les rend nerveux, anxieux, méfiants du monde dans lequel ils sont censés se déployer. Et de cette prise de conscience-là va naître son approche et plus tard son livre, Parents tout simplement, donc Simplicity Parenting. Et son intention avec cette approche-là, c'est d'inviter les familles à simplifier leur vie. Pas seulement en réduisant le nombre de jouets, le nombre d'objets dans la maison, les activités, mais en apaisant l'environnement aussi émotionnel et relationnel dans lequel ils vont grandir. À travers ce travail-là, Kim John-Payne
aujourd'hui qui est éducateur, conseiller familial et fondateur du Center for Social Sustainability aux États-Unis, va chercher à redonner à l'enfance qu'elle mérite le plus, de l'espace et de la lenteur. Alors, qu'est-ce qui cause toutes ces manifestations de stress chez les enfants? C'est ce que Kim John Payne va appeler la réaction au stress cumulatif, RSC. C'est pas une bombe qui explose, c'est pas un gros traumatisme, c'est plutôt une suite de petites pressions tous les jours qui finissent par s'additionner. Et c'est là où on peut justement parler de ce trop-là, hein? Trop d'activités, trop de jouets, trop de choix, trop d'informations, trop de vitesse. Et là, à la fin, mais ça l'use, hein, le petit système nerveux des enfants qui reste en état d'alerte constant. Et tout ça va se manifester dans le comportement des enfants. Je vous recommande vivement d'écouter mon épisode Brain Body Parenting où je décortique le fonctionnement du système nerveux autonome. Et c'est là où on réalise qu'il y a beaucoup de comportements désagréables, inadéquats des enfants qui, en fait, est simplement une réaction du système nerveux autonome. Donc, autonome dans le sens que c'est automatique et donc ce n'est pas contrôlé. Et c'est là où, moi, avec mes clients, je les invite vraiment à reprendre leur responsabilité par rapport à ça. De dire qu'est-ce que je peux fournir à mon enfant pour retrouver un espace dans lequel il va pouvoir se réguler. Et je trouve que les différentes stratégies qui sont proposées par Payne dans son livre sont vraiment absolument délicieuses pour aider justement les familles où il y a des enfants qui sont constamment activés dans leur système nerveux. Hein. On a des petits systèmes nerveux qui sont un petit peu plus sensibles, donc qui vont être déclenchés aussi plus facilement. Donc, ces familles-là peuvent être particulièrement supportées par un style de vie beaucoup plus simple. Parce que si les enfants, chaque fois qu'ils entrent dans leur chambre, par exemple, c'est comme une espèce de choc sensoriel. Hein? Il y a trop de couleurs, trop de stimulation, trop de tout. Bien, c'est comme si leur système nerveux n'a pas de pause. Et on connaît ça, hein? Même sans nous en rendre compte, on va accumuler, multiplier ce qu'on fait rentrer dans la maison. Hein? Des fois, ça vient du fait qu'on veut le meilleur pour nos familles, pour nos enfants. Mais paradoxalement, des fois, ce mieux-là devient le pire. Donc oui, c'est vrai dans leur environnement, mais c'est aussi vrai dans leur horaire, hein? Dans aussi les infos qu'ils vont recevoir à gauche, à droite, dans leur rythme de vie. Tout ça, hein, tout ce stress cumulatif-là, il y a un effet très, très sournois. Parce que c'est pas spectaculaire, hein, comme un gros trauma, un choc, comme une guerre. C'est pas un enfant qui crie de douleur, mais c'est un stress qui s'accumule jour après jour, comme une petite goutte d'eau hein, qui tombe toujours au même endroit. Puis là, un jour, ben, ça finit par creuser une espèce de fissure. Alors, la solution que propose Kim John Payne, c'est pas un gadget. C'est pas non plus une méthode miracle. Là. C'est surtout une philosophie de vie qu'il appelle la simplification. Ce qu'il nous dit, c'est qu'en simplifiant la vie des enfants, on leur rend vraiment un cadeau inestimable. C'est la possibilité de pouvoir respirer, de s'enraciner et de développer leur vrai soi, leur soi émergent. Hein? C'est pas pour rien que mon podcast s'appelle Les Émergents. C'est qu'en offrant un réel repos aux enfants, on leur permet d'être en contact avec cette énergie de vie qui les anime, cette envie d'explorer le monde et donc de s'explorer eux-mêmes. Et plus tard, à l'adolescence, de s'individuer, hein, de devenir leur propre personne. Et pour moi, c'est ça l'épanouissement d'un être humain. Et donc, l'excès de choses, d'activités, d'informations, de vitesse finit par écraser ce qui est essentiel à ce processus d'épanouissement-là. Hein? Le jeu, on en a parlé avec André Stern, la connexion, l'attachement, l'imaginaire. Alors, comment simplifier nos vies?
Kim John Payne va proposer comme 4 grands axes et je vais te les présenter brièvement, quoique je te recommande vivement de te procurer le livre pour avoir tous les détails. Donc, le premier axe de simplification de Kim John Payne, c'est l'environnement. C'est le plus facile parce que c'est le plus facile à voir, c'est le plus concret. Donc, il va nous recommander de commencer par là. Donc oui, on parle de l'espace physique où vivent les enfants, leur chambre, leurs jouets, leurs livres, leurs vêtements même. Payne va raconter qu'il a souvent proposé aux parents un exercice vraiment radical que je vous recommande et c'est de prendre tous les jouets de votre enfant, de faire un gros tas et d'en retirer la moitié. Puis ensuite, de cette moitié restante-là, de retirer encore la moitié. Et avec la première moitié, donc, on s'en débarrasse, on jette ou on donne. Et la deuxième moitié, on va la ranger dans ce qu'on appelle une espèce de ludothèque. Donc, on ne laisse pas tous les jouets de nos enfants en tout temps à leur disposition. On va faire une rotation une fois de temps en temps, vraiment guidée par leurs élans et par leurs intérêts et leur développement. Et ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que Payne va nommer que les enfants ne s'en plaignent pas vraiment. Qu'il y a plein d'enfants qui s'en rendent pas tant compte, en fait. Puis, bien entendu, il recommande de ne pas faire ce processus-là avec les enfants. Moi, je vous dirais juste faire attention, par contre, de vraiment vous assurer de ne pas vous débarrasser d'un objet dont votre enfant est vraiment très attaché sans son consentement parce que ça peut abîmer le lien. Mais des fois, on sait que les enfants ne sont pas nécessairement attachés, ça devient un peu comme des bébelles. Donc, de faire ce travail-là, et en fait, ce qu'ils ont réalisé, c'est que les enfants, au contraire, ils avaient l'air super inspirés quand ils revenaient dans leur espace de jeu. Puis là, ils se mettaient à trouver des jouets qu'ils n'avaient pas vus depuis super longtemps. Ils étaient très concentrés, beaucoup plus créatifs et ils jouaient avec beaucoup plus de profondeur. Parce que tout à coup, ils n'étaient pas bombardés par 200 000 options en même temps. Et parce que leur cerveau pouvait vraiment donc se concentrer au lieu de papillonner un peu d'un projet à l'autre. Puis je peux comprendre cette réflexion-là de penser que plus j'offre des jouets à mon enfant, plus j'enrichis sa vie, plus je lui permets de varier le type de stimulation. Mais souvent, en ayant ce réflexe-là, on fait l'inverse. On vient l'encombrer, on vient comme l'immobiliser. Et ça vaut la même chose pour les livres. Payne va proposer de limiter à une 12aine de livres accessibles à la fois, pas parce que l'enfant ne devrait pas lire, bien entendu, mais parce que trop de choix, encore une fois, ça fait en sorte que l'enfant, en fait, il va aller moins en profondeur dans sa lecture. Et on sait que c'est très... que sur le plan développemental, c'est très aidant de répéter plusieurs fois le même jeu, la même lecture. Quand il y en a trop, ça peut faire en sorte qu'on a moins tendance à répéter. Puis ça fait en sorte aussi qu'on développe une relation de compulsion ou de consommation par rapport à la lecture. Et honnêtement, tu sais, je pense que la lecture, ça peut aussi devenir une fuite pour pas ressentir l'ennui, pour pas ressentir différentes émotions. Ça peut devenir une addiction aussi. Donc, l'idée, justement, c'est de développer un rapport qui est sain à la lecture, puis de vraiment honorer chaque livre un à la fois. Ça me faisait un petit peu penser à comme Netflix aujourd'hui, là, où il y a comme des centaines de films, de séries. Puis à la fin, comme on passe plus de temps à choisir le film qu'à vraiment savourer le moment. Alors, je pense que pour les enfants, c'est pareil. Il faut les préserver de cette infinité de possibilités-là. Il faut changer notre mindset qui nous dirait que de leur offrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix, en fait, c'est leur offrir une variété du vivant. Au contraire, parfois, ça fait en sorte que ça vient immobiliser ce processus-là du vivant. Le jeu de l'enfant, il est devenu
de moins en moins centré sur l'enfant lui-même, mais plutôt sur les choses qui lui permettent de jouer, sur les jouets. Donc, avant, les jouets, ils étaient plutôt utilisés dans des occasions spéciales. Mais aujourd'hui, c'est omniprésent. Les enfants s'appuient vraiment beaucoup sur l'objet de jeu pour s'amuser. Pour moi, l'objet de jeu qu'on met à disposition de l'enfant va transmettre aussi des valeurs. Mais c'est certain que le nombre aussi de jouets parle en soi. L'enfant à qui on propose autant de choix, pour moi, apprend aussi à les dévaloriser tous. Parce que c'est comme si on veut toujours se réserver pour quelque chose de toujours plus attirant, quelque chose qu'on n'a pas encore possédé. C'est drôle parce qu'en disant ça, je vois juste comme une personne de 30 ans qui magasine des dates sur Tinder, tu sais. C'est comme, c'est jamais assez. Il y a vraiment un rapport aux choses qui se dessine et qui est amorcé dans l'enfance. On n'est pas censé élever nos enfants seuls. On commence à le savoir. Mais mon accompagnement à un, c'est un peu ça. Ça t'aide à briser ton isolement et surtout à prendre de la perspective sur ton rôle de parent. Retrouver du sens dans une des quêtes les plus importantes de ta vie. Si ça t'appelle, viens me retrouver sur elisabethdufresne.com pour remplir un formulaire de pré-consultation. Le lien est aussi disponible dans les notes de l'épisode. Mon podcast. Donc, quel type de jouet mettre à disposition des enfants? Moi, je recommande d'avoir le plus possible ce qu'on appelle des objets ouverts et polyvalents. Donc, voici les questions que vous pouvez vous poser, qui sont proposées par Payne pour savoir si c'est un jouet qu'on veut garder ou qu'on veut se débarrasser. Donc, est-ce que mon enfant, il peut laisser parler son imagination à travers ce jouet-là ou bien c'est comme trop rigide, trop figé? C'est l'objet qui guide le jeu, qui dicte le jeu à l'enfant ou est-ce que c'est l'imagination de l'enfant qui est maître dans son jeu? La deuxième question, c'est est-ce que c'est l'objet qui fait ou c'est l'enfant qui manipule? Est-ce que c'est l'enfant, donc, qui est en maîtrise et qui peut changer l'objet pour en faire le vecteur de ses propres rêves? Une autre bonne question à se poser, c'est est-ce que le jouet est tellement complexe qu'il est vraiment susceptible de se casser facilement? Donc, plus le jouet est complexe, plus il risque de se briser et plus, en fait, il suggère une panoplie de choses à l'enfant qui lui donne moins d'espace pour son imagination. On peut penser, par exemple, dans la pédagogie Waldorf, on a des poupées, des personnages sans visage. Et pourquoi ça? Parce que ça permet à l'enfant de projeter une expression, de projeter une émotion sur les personnages. Si on regarde une Barbie, par exemple, elle est très figée, Elle n'invite pas l'enfant à s'investir émotionnellement. Et donc, bien entendu, son jeu va être beaucoup moins riche. Donc, moins le jouet peut faire quelque chose, plus il peut devenir. Ça, c'est vraiment important de se rappeler de ça. Petite nouveauté, si vous avez envie de me supporter, de m'aider à faire vivre les émergents, je vous invite à offrir un don en argent via mon bouton PayPal qui est disponible dans les notes du podcast. Ce podcast-là, c'est mon jeu à moi. C'est un vrai travail de cœur entièrement, donc financé par moi. Et vos dons me permettent de garder ces ressources-là tellement riches, gratuites, sans publicité et donc accessible parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer mes accompagnements 1-1. Donc, même un don de 3 $ peut faire toute la différence. Merci de reconnaître ce que j'ai à offrir au monde. Puis merci pour votre générosité. Un petit mot brièvement sur les vêtements. Donc, quand j'ai lu cette partie-là, ça me fait penser à Steve Jobs qui avait décidé désormais de juste avoir, je pense, des t-shirts noirs. Puis il disait qu'il y avait tellement de décisions à prendre au quotidien dans son entreprise qu'il voulait au moins s'enlever cette charge-là d'avoir à décider comment il allait s'habiller le matin. Ça allait être simple, ça allait toujours être la même chose. Il y a un peu de ça dans ce que Kim John Payne nous partage. C'est
Comme, il ne faut pas que le moment de l'habillage devienne un espace de tension puis de combat incessant qui enlève du temps de jeu aux enfants. Donc, d'abord, pas trop de vêtements, des vêtements qui s'agencent aussi ensemble facilement, des vêtements qui sont adaptés à la bonne saison. Ça va permettre de laisser un peu d'espace dans le placard, dans les garde-robes, dans ce qui est disponible à l'enfant. On met de côté les vêtements qui sont troués, qui sont abîmés quand c'est possible. Et je note ici que Kim Jong-un recommande que les vêtements ne soient pas des publicités ambulantes pour des univers qui vont simplement encourager les enfants à acheter plus de jouets, plus de personnages justement qui sont issus d'univers commerciaux. Et pour avoir eu des discussions avec mes amis qui, au départ, rêvaient que leurs enfants soient habillés en lin, en couleur neutre, unie. Ça s'est pas passé comme ça. Il y a eu beaucoup de pression de la part des enfants pour avoir des vêtements comme leurs amis, mettons, avec des personnages comme les Pokémon et tout ça. Et ces parents-là ont fait le choix de laisser cet espace-là à leurs enfants, puis dans leur famille, c'était la meilleure décision à prendre. Puis c'est là où je pense qu'il ne faut pas prendre ces livres-là comme des espèces de rigidités. Il faut rester connecté à notre instinct. On le sait, qu'est-ce qui passe puis qu'est-ce qui ne passe pas dans notre famille. Autant qu'il y a d'autres familles, justement, qui gardent ça plus serré au niveau des vêtements puis que ça se passe super bien quand même puis qu'il n'y a pas d'enjeu avec les enfants à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est important de rester connecté avec notre famille, avec notre vision. Mais donc, Payne, lui, recommande d'éviter ce genre de vêtements-là. Pour terminer avec l'aspect environnement, il va aussi nous recommander de ne pas mettre trop d'odeurs artificielles dans notre maison parce que les enfants sont naturellement apaisés par l'odeur de leurs parents, par l'odeur de leur famille. C'est drôle, je me souviens quand je vivais en appartement à Montréal avec des amis, on rentrait dans la chambre l'une de l'autre, puis on se pratiquait à ressentir l'odeur de nos familles. Puis c'est vrai qu'il y a quelque chose d'animal là-dedans qui est un peu mis de côté, puis pourtant qui est vraiment très, très aidant. Donc, si vous êtes du genre à mettre comme du Febreze dans la maison, puis à cacher les odeurs naturelles, bien, sachez que c'est quelque chose qui peut venir apaiser aussi les enfants. Puis tout ce qui est lumière aussi. Donc, lumière naturelle. Kim Jong-un va recommander, par exemple, d'ajouter des bougies au rythme et rituel de la famille. Donc, par exemple, une bougie qui accompagnerait l'enfant dans sa routine du dodo ou pendant les repas. Donc, s'habituer à une lumière plus naturelle, plus douce. Et on peut aussi organiser la maison pour atténuer aussi les bruits qui revolent sur les hauts plafonds. Fait que, par exemple, en mettant des tapis par terre ou des tissus au plafond. Et donc, le deuxième axe, c'est de simplifier le rythme de la famille. Et là, on rentre dans quelque chose de plus fondamental, de plus crunchy. Et c'est là où que Payne, dans le fond, nous explique que les enfants ont besoin de rythmes prévisibles et d'une structure qui leur donne un sentiment de sécurité. Ah là là! Ça, là, je trouve que c'est un aspect tellement important d'aborder parce que c'est vrai que aujourd'hui, dans notre monde actuel, la routine, elle fait énormément de bien aux enfants. Et peut-être que les plus grands fans, auditeurs du podcast m'ont déjà entendu parler de routine et ça m'est arrivé dans mon parcours de questionner un peu cette espèce d'obsession qu'on a avec la routine pour les enfants. Et en fait, voici ma conclusion parce que dans mes réflexions, je me disais, est-ce que c'est vraiment de routine qu'on a besoin ou c'est d'attachement? Et le fait que actuellement la culture ne prenne pas soin de l'attachement comme les enfants auraient besoin, bien, la sécurité, elle est donnée désormais par la routine. Puis en fait, souvent, mon réflexe, c'est d'aller voir chez nos ancêtres comment ça fonctionnait.
pour retrouver une espèce d'essentiel, hein, parce qu'on sait que les ancêtres vivaient beaucoup plus alignés avec la nature. Et ma réflexion, ça a été de dire, bien, je pense que les ancêtres avaient des vies quand même routinières parce qu'ils devaient absolument être alignés avec la nature. Parce que la nature, elle l'attend pas. T'es pas comme, ah, ben là, en ce moment, ça me tente pas de faire telle ou telle chose. C'est comme, c'est là, la récolte. Là. C'est pas demain, c'est aujourd'hui, ou c'est là qu'il faut semer, ou c'est là qu'il faut cueillir, ou c'est là qu'il faut chasser. Mais enfin, donc, l'idée, c'est vraiment de dire, avant, je pense que la routine faisait tellement de sens parce qu'elle était appuyée sur des choses extrêmement fondamentales comme les rythmes de la nature. Hein? Donc, la nature, elle rythme notre vie. Et c'est là où, en se déconnectant d'elle, on a rencontré une autre forme de chaos et là, on veut remettre en place des routines qui sont peut-être un peu moins incarnées. Et donc, si certains d'entre vous sentez des fois une espèce de malaise par rapport à cette routine-là, je vous entends, je vous comprends. Et en même temps, c'est vrai. C'est vrai que ça simplifie les choses. Et c'est vrai, en fait, que ça permet aux familles d'être beaucoup plus déposées parce que cette danse-là du rythme fait en sorte qu'on a besoin de moins parler, on a besoin de moins s'ostiner. Les enfants aussi, donc, sont dans la prévisibilité, donc plus apaisés. Donc, normalement, ils vont collaborer beaucoup plus facilement dans des rythmes et dans des rituels. Avant de passer à l'axe suivant, je vous partage brièvement un petit rituel que Payne propose, que j'ai bien apprécié. Et ce qu'il va nous expliquer, c'est, justement, ce besoin de prévisibilité-là de l'enfant, ça peut s'expliquer comme ça. Un enfant, il ne peut pas nécessairement décider de ce qu'il va faire de toute sa journée, mais au moins, il doit être en mesure de se représenter sa journée, de se faire une idée de son déroulement. Donc, chaque soir, un petit rituel qu'on peut faire, c'est de donner un aperçu à notre enfant de ce qui va se passer dans la journée suivante. Donc, ça peut être même avec un support visuel avant l'âge de 7 ans. Mais le but, c'est vraiment d'aider notre enfant à avoir une image mentale de qu'est-ce qui est prévu pour demain, comment tu vas être habillé, comment tu vas te rendre à l'école. Quand je vais venir te chercher, en fait, tu vas pouvoir m'attendre à côté du pommier et là, l'auto rouge de maman va venir te chercher ou l'auto bleu de papa va venir te chercher. Donc, l'idée, c'est pas non plus de trop parler, de donner trop d'informations, mais plus de donner une image, un point d'ancrage pour l'enfant pour qu'il puisse aussi se déposer avant le dodo, qu'il puisse relâcher parce qu'il sait de toute façon qu'est-ce qui l'attend le lendemain matin. Donc, quand les rythmes sont bien établis, il y a moins de verbiage, il y a moins d'efforts de la part de parents, il y a moins de transitions aussi problématiques et donc, il y a plus de simplicité. Et maintenant, le troisième axe abordé par Payne, c'est l'emploi du temps. Et je pense que c'est là où on se perd souvent aujourd'hui, c'est que nos semaines sont tellement remplies d'activités, de rendez-vous, de courses. Les enfants ont beaucoup moins d'espace de vide, d'espace de respiration. Je l'ai dit en début d'épisode, dans ma perception des choses, je pense qu'il y a une grande partie de ça qui vient en fait d'enjeux émotionnels, d'enjeux intérieurs. Par exemple, l'une d'entre elles, il y a beaucoup de parents qui ont un stress que leurs enfants ne soient pas assez ou ils ont peur de ne pas être assez en tant que parents. Et donc, ils veulent permettre à leurs enfants d'être en contact avec toutes sortes de choses pour être sûrs qu'ils vont rencontrer leur passion et qu'ils vont pouvoir développer leurs compétences et leurs activités. Et c'est là où tranquillement on rentre dans une course qui est drivée par quelque chose, qui est drivée par souvent une blessure. Si moi, en tant que femme, j'ai une blessure, la petite fille intérieure, elle a toujours senti qu'elle n'était pas assez face à ses parents.
Mais à un moment donné, ça va se dépersonnaliser, cette espèce de peur-là et cette histoire de carence-là que je me raconte. Et elle devient omniprésente. Elle est partout dans ma vie. Je ne me sens jamais assez. Et donc, quand mes enfants viennent au monde, je sens que je ne fais pas assez, que je ne leur donne pas assez d'activités, qu'ils ne sont pas assez. Donc, ils doivent développer toutes sortes de compétences pour pouvoir être plus et encore. Donc, ça en est une prise de conscience vraiment ultra importante. Et si je ne fais que me coller au livre de Payne et je me dis, OK, je vais donner de l'espace dans ma vie, mais que je ne prends pas le temps de voir qu'est-ce qui run en dessous, oubliez ça, dans quelques mois, ça revient. Ça revient parce que c'est des programmes qui sont tellement forts qu'ils reviennent à notre insu sans qu'on s'en rende compte, parce que c'est des programmes qui sont reliés à notre survie. Ceci étant dit, j'adore quand il va donner une super belle métaphore en parlant des rotations des cultures. Il va dire, un champ ne sera jamais exploité en continu. Il va y avoir une alternance dans les plantations parce qu'on va laisser des moments de repos pour que la terre puisse se régénérer. Bien, c'est pareil pour les enfants et pour nous, les adultes. Ce qui est vrai pour les enfants est souvent vrai pour nous. Les journées doivent être parsemées de moments de repos, de moments de pause pour que les enfants puissent intégrer les nouveaux nutriments qui ont été apportés par leurs activités, leurs jeux, leur temps de connexion. Quand on est juste tout le temps dans des activités dirigées, mais ça peut avoir les mêmes impacts qu'une monoculture intensive, où est-ce qu'on va exploiter le sol jusqu'à épuisement. Donc, le repos, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et le repos, c'est pas juste de dormir, c'est aussi des temps de rien. Des temps où on peut juste s'ennuyer, rêvasser, inventer. Et ça, c'est très, très dur. Moi, personnellement, je trouve ça extrêmement dur de faire ça parce que, justement, il y a des programmes qui run et qui me disent que là, oups, je suis en train de perdre mon temps, puis, des fois, il y a des émotions inconfortables qui émergent, puis sans m'en rendre compte, je vais faire quelque chose pour me tourner de ça. Mais quand on a la chance, en étant enfant, d'apprivoiser ça, d'apprivoiser la frustration de ne pas savoir quoi faire, bien, c'est là qu'émergent les plus grands apprentissages, la plus grande imagination. Donc, j'adore ce que Payne propose. Il va dire, vous pouvez catégoriser vos journées, par exemple, des journées A où il y a des activités où c'est plus intense. Puis après ça, vous compensez avec des journées C, des journées de calme où vous êtes vraiment en famille, où il n'y a rien de prévu à l'horaire. Donc, c'est important de faire un équilibre dans l'horaire à ce niveau-là pour s'assurer justement d'avoir des temps d'intégration. Puis plus on a une routine dans l'horaire, bien plus on peut justement prévoir ces temps-là. Autant qu'on peut prévoir les temps de connexion, les temps qui préservent de l'espace pour que nos enfants puissent s'adonner aux jeux libres. Et je trouvais ça beau quand il disait que, en fait, tout ça est aussi au service du lien, de la connexion familiale, parce que la relation, elle se construit à cet endroit-là, dans les petits moments où il n'y a rien de prévu, où souvent on est dans l'intervalle entre les activités qui sont plus dirigées. Il va dire ce que nous cherchons à établir dans une famille, ce que nous voulons que nos enfants ressentent, c'est un sentiment d'aise, de confort absolu en présence les uns des autres. Un sentiment d'aise qui ne dépend pas d'un intérêt commun, d'une activité ou d'une conversation particulière. Il va dire, dans la tapisserie de l'enfance, ce qui ressort, c'est pas le voyage éblouissant à Disneyland, mais ce sont les fils communs qui traversent et se répètent. Les dîners en famille, les marches dans la nature, la lecture ensemble avant de se coucher avec une bouillotte sur les pieds un soir d'hiver, les crêpes du samedi matin. Dans mon accompagnement, souvent, je vais recommander aux familles de mettre en place des petits rituels comme ça. Et ce qu'on aime aussi par ces rituels-là, c'est qu'on décharge l'enfant de devoir être responsable de la relation avec nous. Si
Nos enfants doivent constamment nous rappeler de passer du temps avec eux, nous demandent de jouer avec eux. Puis à un moment donné, c'est comme si on leur redonne cette responsabilité-là. Et ça, on ne veut pas ça. Donc, en mettant en place des rythmes et des rituels, on décharge un peu notre charge mentale, justement, et on s'en donne à cette danse-là qui est au service de soi en tant que parent et au service de nos enfants et de l'unité familiale. Et finalement, le quatrième axe, c'est celui auquel on pense le moins spontanément, mais qui est vraiment super important. Et j'ai trouvé ça super intéressant, en fait, que Payne aborde cette thématique-là. Et c'est le fait de préserver les enfants de ce qu'il va appeler le monde des adultes. Hein? Donc, on vit dans une société où les enfants, ils entendent tout. Les conversations de cuisine, les infos qui viennent de la télé, de la radio, de l'ordinateur, les soucis financiers de leurs parents, les guerres, les drames mondiaux, l'écologie. Mais leur cerveau puis leur cœur ne sont pas nécessairement prêts pour ça. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Un enfant a besoin de croire que le monde dans lequel il se déploie est bon et qu'il est sécuritaire. Et pourtant, sans le vouloir, on leur fait porter nos inquiétudes d'adultes. Hein, on parle devant eux de nos angoisses, on laisse la télé allumée avec les nouvelles, donc ils entendent tous les crimes et les guerres qui se passent dans le monde, les crises. Ils ont accès à beaucoup de violence. Et Payne va dire, les soucis et l'anxiété des adultes ne devraient pas être l'atmosphère que respirent nos enfants. Et j'ai apprécié donc cette nuance-là, c'est comme, il va dire, l'idée, c'est pas de les préserver de tout ce qui ne fonctionne pas dans le monde, puis de juste leur donner des lunettes roses. Mais en général, l'ambiance, l'atmosphère de leur enfance ne devrait pas être ça. Parce que il peut justement y avoir des blocages et des impacts au niveau de leur attachement et de leur confiance en le monde dans lequel ils se déploient. Ils doivent ressentir qu'ils sont au bon endroit, au bon moment. Et c'est là où, encore une fois, ils peuvent se déposer. Hein? Ça fait réfléchir, je trouve, parce que on ne peut pas tout contrôler. Je pense qu'on peut faire un petit peu plus attention. Donc, de réserver les discussions d'adultes très importantes, très stressantes quand les enfants dorment, sur l'oreiller. D'éviter de vouloir faire de nos enfants des petits militants en leur témoignant de toutes les atrocités de l'environnement, mais plutôt de leur apprendre à avoir une relation avec la nature. Ça, ils sont prêts à ça. Et c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus souvent. C'est comme si on n'a pas une relation avec la nature. Ça va être difficile de vouloir la préserver. Mais ça, c'est une façon, en fait, d'apporter une vraie résilience chez les enfants. C'est de les préserver de ce qui bloque leur système de développement, de ce qui les bloque de devenir réellement forts. Et parfois, à trop vouloir les assaillir d'informations pour qu'ils puissent être prêts pour le monde de demain, on les affaiblit sans le vouloir et finalement, ils vont être encore moins prêts à affronter ces différents défis-là. Nous, les adultes, on peut acquérir des infos difficiles parce qu'on a bâti tout un socle d'année en année grâce à nos observations, à différentes interactions qui font en sorte que on ressent une sécurité que les enfants n'ont pas encore. Donc, c'est très important d'avoir ce discernement-là. La voix intérieure d'un enfant ne devrait pas être noyée dans un flot de pensées, d'émotions et de soucis non filtrés qui provient du monde des adultes parce que cet excès d'informations-là va simplement le paralyser.
Bref, la simplification, elle permet à une famille de s'accorder à ses valeurs, à ce qui fonctionne pour elle, à ce qui la définit, parce qu'enfin, elle peut entendre sa propre voix. Et c'est là qu'on rencontre ce que moi j'appelle sa culture familiale. Chez nous, voici ce qui est important, voici à quoi on fait de la place. Alors si je résume, simplifier l'environnement, le rythme, l'emploi du temps et les filtres du monde adulte. C'est pas magique, là, c'est pas instantané, mais c'est profondément transformateur sur le long terme parce que ça donne à l'enfant l'espace de devenir lui-même et à la famille de se rencontrer pour vrai. Payne dit que l'enjeu, c'est de célébrer la beauté des jours ordinaires. Et je crois que c'est peut-être la plus belle leçon de ce livre-là. Je te laisse avec une question. Quel petit pas de simplification tu pourrais poser cette semaine dans ta famille? Est-ce que c'est de vider une tablette de jouets, de dire non à une activité dirigée pour garder une soirée libre, de filtrer un peu plus ce qui entre dans la maison comme information? Et peu importe ce que tu choisis, rappelle-toi que chaque petit pas compte parce que derrière, il y a un enfant qui va mieux respirer, qui va se sentir plus solide et plus enraciné. Et c'est peut-être ça finalement, offrir le meilleur à nos enfants. Pas toujours plus, mais parfois un peu moins. Les Émergents, c'est votre émission, produite et présentée par moi-même, Elisabeth Dufresne. Notre musique originale est signée Étienne Dufresne et l'illustration de couverture est l'œuvre de la talentueuse Florence Rivet. Si tu as apprécié, n'hésite pas à montrer ton soutien en m'envoyant une poignée d'étoiles via Apple Podcast ou Spotify. De plus, partager cet épisode-là sur tes stories en me taguant Elisabeth.Dufresne est une merveilleuse manière de me montrer ton support. Et tiens, si jamais c'est une possibilité pour toi, j'ai désormais un lien PayPal pour me faire un don en argent. Chaque pièce d'or compte, donc n'hésite pas, même si c'est 3-5 $, ça fait une réelle différence. On se retrouve déjà dans 2 semaines pour un nouveau sujet captivant que j'ai hâte de partager avec vous. Merci sincèrement d'avoir été là et à très bientôt.